vous avez un profil qui est très international puisque vous avez exercé des responsabilités en Chine et en Amérique latine. En quoi vous pensez que ça peut vous aider pour vos nouvelles responsabilités? Ça va m'aider dans la compréhension de ce que signifient les clients hors d'Europe pour la marque Peugeot, parce que tout ce qu'on veut, c'est que l'ensemble de nos développements soit tiré par le client final. Donc, comme j'ai vécu un petit peu en Amérique du Sud, comme j'avais vécu avant de rentrer dans le groupe d'ailleurs en Afrique du Nord et puis en Chine, ça me donne une espèce de kaléidoscope d'attentes clients qui sont extrêmement intéressantes pour faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire faire au moins la moitié de nos ventes en dehors d'Europe. C'est ça le défi qu'on se fixe, pour lequel on sera bien servi par la gamme actuelle, évidemment, mais c'est ça l'idée. Alors si je peux injecter ce que j'ai appris hors d'Europe dans nos développements, ce sera intéressant. Avec la fin du RCZ, vous vous retrouvez sans coupé, un type de carrosserie qui a pourtant porté chance à la marque Peugeot. Est-ce que cette situation s'avère transitoire? Alors, je ne dirais pas provisoire, parce que dans ce qui constitue notre corps modèle stratégie, nous avons 12 véhicules particuliers et on veut en lancer un par an et par région dans le monde. Donc vous voyez le volume de lancement que ça signifie, qui est assez spectaculaire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que chacune de nos gammes sera coiffée par un véhicule sportif. Et donc ça veut dire que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Chaque lancement sera à un moment donné coiffé par une offre qui vous donnera les sensations que vous aviez avec RCZ, c'est sûr. Le marché du cabriolet n'est certes pas brillant, mais il a été revitalisé en son temps par les CC. Est-ce qu'on a une chance de les revoir au sein des gammes Peugeot? Alors, pas à court terme, pour être très direct et très transparent avec vous. Pourquoi? Parce que le marché du cabriolet s'est écroulé, tout simplement, en Europe, et que je préfère privilégier des développements qui vous permettent d'avoir des voitures dont le contenu produit et dont le contenu monté en gamme est supérieur à ce que je pourrais vous donner si je mettais de l'argent dans des opérations de type CC. Mais enfin, on dit jamais, jamais pour jamais, mais ce n'est pas à court terme que nous reviendrons sur ce segment. Alors que l'autre constructeur mise encore sur les monospaces, vous choisissez clairement un parti différent avec 3008 et 5008 en choisissant les crossovers. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette stratégie est pertinente pour séduire les familles? On va dans le monde des SUV parce que vous voulez de la robustesse, vous voulez des grandes roues, vous voulez une position de conduite particulière, vous voulez une face avant verticale, vous avez besoin de cette robustesse et de ce design, mais vous ne voulez pas perdre la praticité de ce qui faisait votre monospace, 3008, 5008, et parce que vous êtes chez Peugeot, en plus, vous voulez les sensations de conduite d'une berline dans un environnement porté par le high cockpit qui vous donne l'émotion et les sensations d'une berline. C'est ça qu'on vous offre, c'est cette synthèse qu'on vous offre. Peugeot fait aujourd'hui du rallye raid et du rallye cross. Ce sont des disciplines qui ont un peu moins de rayonnement médiatique que l'endurance ou le WRC. Est-ce qu'on peut espérer un jour revoir Peugeot dans ces disciplines? Alors ce qu'on peut dire, c'est que Peugeot n'abandonnera jamais le sport, que ce soit là-dessus, qu'on soit très clair, pour plein de raisons historiques et de passion. Cette entreprise est portée par la passion du sport automobile et jamais on ne sortira de là. Deux observations. Pour ceux qui sont allés à l'OEAC cette année, dont je faisais partie, pour aller soutenir notre Dream Team en WRX, en moyenne 80 000 spectateurs par jour comme retour et une activité télévisée extrêmement forte et une activité réseaux sociaux extrêmement forte. Donc, ce championnat-là, qu'on est en train de suivre avec, excusez-moi du peu, un participant comme Sébastien Loeb par exemple, est un championnat qui est en train de prendre une dimension et qui a surtout un côté spectaculaire, extrêmement significatif. C'est très télégénique comme retour et en plus c'est passionnant. Donc on y reste. Et puis Dakar, c'est une grande aventure qu'on suit depuis maintenant, vous le savez, des années, qui est une extrêmement bonne démonstration de ce que l'on sait faire, à la fois en termes de compétition, fiabilité. Et ça, on ne veut pas l'abandonner. Donc c'est une signature qui nous raccroche à notre histoire, c'est une signature qui nous raccroche à l'idée que l'on se fait du sport en général, de l'international et de la proximité avec le public. C'est pour ça qu'on y va. D'accord, donc pas de retour vers l'endurance Dans un délai visible, pas prévu. Donc aujourd'hui, entre l'électrique et les différentes solutions hybrides, pour l'instant, la gamme Peugeot propose peu de modèles innovants en la matière. Quelle est la stratégie à venir et avec quelle technologie? Deux choses. Nous aurons une offre hybride, essence, plug-in, qui arrivera en 2019 et qui équipera la gamme Peugeot
avec une vraie autonomie, c'est-à-dire minimum 60 km en zéro émission et 40% de consommation en moins. Ça, c'est un vrai avantage compétitif sérieux qui sera évidemment porté sur l'ensemble de nos véhicules à partir de 2019 dans une fenêtre qui ira de 2019 à 2021. Il en sera de même pour une offre full électrique, bien évidemment, qui sera intégrée à notre gamme dans la même fenêtre de tir. Jean-Philippe Imparato, merci beaucoup. Merci à vous.